Bonjour, merci beaucoup de l'introduction et de l'invitation. Alors, avec Lise Pueblo, qui est professionnelle de recherche au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec, on va vous parler un petit peu de nous, ce qu'on a trouvé ou ce qu'on cherche concernant le cannabis médical contre les douleurs musculo-squelettiques chroniques. Et on n'a pas de conflit d'intérêt à déclarer. On continue encore. Alors, on dresse la table ici, là, 1 heure sur le cannabis. Et on sait que ça a été une plante médicinale dans les temps préhistoriques. Alors, ce n'est pas une affaire nouvelle. Il a été autorisé pour l'usage médical au Canada en 2001, puis pour l'usage récréatif en 2018. Mais là, est-ce que ça aide contre les douleurs chroniques? Puis là, on va se limiter aujourd'hui aux douleurs chroniques pas cancéreuses. Il y a eu quand même beaucoup de choses décrites sur le sujet, mais il y a peu d'évidences solides et rigoureuses, alors provenant des études cliniques randomisées à double insu avec une taille d'échantillon représentative de la population touchée et assez grande, là, ça, il n'y en a pas beaucoup de ça. Néanmoins, les associations médicales ont essayé de faire de la lumière sur la question et d'orienter leurs membres. Alors, ce que moi, je vais vous parler brièvement, c'est ce qui vaut pour les médecins de famille du Canada. Ça date de 2018. Puis la recommandation, elle se limite à la douleur neuropathique. Comme vous voyez, ça s'est fait dans d'autres pays, puis ça ressemble quand même là. Alors ça, c'est un petit peu un résumé de ce qui vaut présentement comme recommandation pour les médecins de famille. Alors, la première ligne là, qui s'occupe des douleurs chroniques, la plupart du temps, en tout cas en premier lieu. Là. Alors, ce qu'on voit, c'est à droite tout de suite que le niveau d'évidence est très bas. Hein? Alors, comme je vous disais, ce n'est pas des études très rigoureuses. On voit une réduction de la douleur neuropathique et des douleurs en soins palliatifs de 39% avec le cannabis médical et de 30% avec le placebo. Alors, la différence n'est pas énorme. Hein? Puis, le nombre qui est nécessaire pour avoir cet effet-là, c'est 11. Alors, puis pour la douleur neuropathique, c'est très similaire. Puis aussi pour la douleur palliative, c'est des différences qui ne sont pas énormes avec un niveau d'évidence faible. Alors, ça donne des recommandations faibles aussi. Dernièrement, dans le British Medical Journal, on a publié une revue systématique qui a essayé de combiner tous les types de douleurs, puis la recommandation était là, mais elle reste faible. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça comme patient, comme médecin? Nous, on a fait au début une revue de portée sur les usagers et leur perception. Et là, on a pu ressembler les résultats de 49 études qui ont rapporté que, bon, les usagers qui continuaient, eux, ils trouvaient que ça leur aidait à réduire la douleur chronique non cancéreuse, c'est ça qu'on a regardé, ou bien la perception des symptômes. Alors, ils ont rapporté, ceux qui continuaient n'étaient pas trop dérangés par les effets indésirables et ils ont vu une amélioration de leur bien-être psychologique. Alors, ça, ce n'est pas très étonnant avec une substance comme le cannabis, mais c'est sûr que ça peut être intéressant pour les usagers avec douleur. L'usageur type, si on peut dire, c'était des hommes entre 30 et 50 ans qui fumaient puis qui avaient souvent une expérience antérieure. On a vu qu'il pourrait y avoir un lien entre l'usage de l'alcool et celui d'autres produits illicites, puis le cannabis. Alors, c'est un petit peu un type de personnalité peut-être là, qui sortait, là, en tout cas pour certains des usagers qui étaient dans les études. Et il y a quand même eu un nombre de barrières qui a été reporté. La stigmatisation, la peur de la discrimination, des médecins qui sont opposés au cannabis médical, des craintes pour la santé pulmonaire par le fait de fumer, ou des peurs de la dépendance. L'accès n'est pas toujours facile, un accès stable, payable et légal. Ça, c'est un peu mieux maintenant au Canada, mais il y avait ça. Puis, on a vu que les études qui rapportaient ça n'étaient pas super rigoureuses. Alors, on s'est dit, comme de toute façon, il y a très peu ce qu'on sait sur les attitudes des médecins
on va faire une étude. Alors, on a commencé en 2019 une étude utilisant des méthodes mixtes, alors qualitatives et quantitatives, avec le titre « Le cannabis médical contre les douleurs musculo-squelettiques chroniques ». C'est quoi les barrières et les facilitateurs pour l'usage auprès des patients et des médecins? Alors, on voulait décrire l'usage du cannabis médical et l'évolution de l'usage dans le volet qualitatif. On voulait décrire les caractéristiques principales des patients et des médecins qui utilisent ou qui prescrivent ou autorisent le cannabis ou de ceux qui ne le font pas. On voulait décrire aussi les barrières et facilitateurs et les effets indésirables liés à ça. Puis au niveau des barrières et des facilitateurs, ben, on a vu psychosocial, organisationnel, socio-démocratique, puis on s'est appuyé sur un cas théorique, mais ça, Lise, elle va vous le décrire un peu plus en détail. Alors, finalement, on vise un volet quantitatif qui est en cours. Là. Ça, c'est un questionnaire pan-canadien sur l'usage, sur les barrières et les facilitateurs de l'usage ou de l'autorisation. Et tout ça, c'est appuyé, c'est encadré par le cadre conceptuel la théorie du comportement planifié. Alors, on a recruté pour le volet qualitatif des patients par des réseaux sociaux, par notre milieu médical, ça c'est l'hôpital Saint-Sacrement, là, puis où notre équipe de recherche est ici, puis par des médecins, beaucoup par nos réseaux de nos co-chercheurs. Il y a Clément Dion dans l'auditoire qui est co-investigateur principal dans ce projet. Puis, pour le volet quantitatif, on mise beaucoup sur les réseaux par Internet. C'est un questionnaire en ligne, là, puis ça, c'est notre belle affiche. On a en fait le profil des participants qu'on a analysés dans le volet qualitatif. Donc, notre premier volet de participants, c'était les patients. Ces patients étaient tous âgés de 18 ans et plus, avaient des douleurs musculo-squelettiques chroniques depuis plus de 3 mois et utilisaient ou non du cannabis médical. Donc, en bas, on a la répartition selon s'ils utilisaient ou non du cannabis médical. C'est assez équilibré entre les personnes qui n'en ont jamais utilisé et les personnes qui en ont déjà utilisé de façon autorisée ou non autorisée. Donc, non autorisée correspond à l'automédication. Pour les médecins, donc, c'était toutes des personnes qui pratiquaient la médecine au moment du projet de recherche et qui suivaient des patients avec des douleurs musculo-squelettiques chroniques. Également, les médecins, on avait 2 catégories, soit ceux qui en avaient utilisé ou ceux qui en avaient prescrit ou ceux qui n'en avaient pas prescrit ou autorisé. Donc, on avait également une répartition entre les 2 catégories. En termes des résultats, donc, on a utilisé la théorie du comportement planifié pour analyser nos résultats obtenus dans les entrevues. Donc, on a séparé nos résultats selon les barrières et facilitateurs, les avantages et désavantages et les normes. Donc, je vais vous présenter l'ensemble de ces facteurs pour les médecins et les patients. Donc, l'unique facilitateur qui a été cité par les médecins et qui a également été cité par les patients, c'est le fait d'utiliser le cannabis médical comme option de dernière ligne suite à l'échec de l'ensemble des traitements médicamenteux et non médicamenteux. Donc, c'était un peu une voie de dernier recours. Les facilitateurs également pour les patients, il y avait le fait d'avoir accès à un professionnel de santé qui avait des connaissances spécifiques sur le cannabis médical. C'était un facteur très important pour eux. Et le fait d'avoir accès à du cannabis médical qui pouvait être consommé oralement. Donc, justement, ce qui nous amène aux barrières, c'était le fait de le consommer de manière fumée qui pouvait induire des effets pulmonaires et cardiaques chez les participants. Donc, ils préféraient consommer le produit de manière orale. Les autres barrières qui étaient également mentionnées, c'était le manque de ressources professionnelles avec des connaissances spécifiques sur le cannabis médical et surtout le manque de connaissances de façon générale et le manque d'évidence sur l'efficacité et la sécurité du produit qui limitait leur utilisation de cannabis médical.
Même les personnes qui en prenaient ont mentionné ces aspects-là comme limitant leur consommation en général. Ensuite, on avait aussi une barrière par rapport aux effets psychoactifs, une crainte de développer des effets psychoactifs ou d'en avoir et de ne pas pouvoir les contrôler. Puis, la dernière barrière, c'est vraiment la difficulté d'accès par la voie médicale. Donc, les patients souhaitaient avoir une facilité d'accès via des professionnels de santé pour être beaucoup plus encadrés dans leur utilisation. Les barrières pour les médecins étaient un petit peu les mêmes en termes de connaissances et de manque d'évidence sur l'efficacité et la sécurité. Beaucoup avaient une attitude conservatrice qui était engendrée justement par ce manque de connaissances et aussi le principe de non-malfaisance, donc qui ne souhaitait pas induire des conséquences négatives chez les patients. Également, il y avait le lobbyisme qui jouait négativement dans l'autorisation du cannabis médical par les médecins. Et en termes d'avantages et désavantages, les avantages au niveau des médecins, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie de leurs patients et de réduire leur douleur. Et ils n'avaient pas cité de désavantages, tandis que pour les patients, les avantages, ça allait un petit peu dans le même sens, avoir un moment de vie, une meilleure qualité de vie. C'est les principaux avantages. Puis en termes de désavantages, comme on l'a dit, le fait de fumer, c'est un des avantages, et le fait que ce soit une solution temporaire également. Enfin, au niveau des normes, on a vu que les normes venaient influencer la prescription et l'utilisation. Donc, la pression du groupe de faire pour les médecins vient influencer positivement ou négativement leur autorisation quand il y en a dans le milieu qui en prescrivent ou autorisent, tandis que pour les patients, ça va être plus le stigma social ou familial et des proches qui vont venir jouer sur leur probabilité d'en utiliser ou non. Donc, ici, on a l'équipe de recherche que vous pouvez voir qui participe au projet. Puis, ici, on a toutes les personnes qui ont contribué, qui ont apporté du financement. Donc, je vous remercie.